Je suis Nantali Ndongo et je suis sous les feux des projecteurs. Oh boy, qui est Nantali Ndongo? Je m'identifie souvent, je pense qu'il y a très longtemps que je m'identifie souvent avec l'histoire de mes parents. Genre comme la fille des jeunes immigrants du Caraïbe de l'Est, des tout petites îles anglophones. Et pourquoi je pense souvent à ça? Parce que vraiment, l'histoire de mes parents a beaucoup défini qui je suis aujourd'hui, de A à Z. Genre, même le nom que je porte. Le nom que je porte, ce n'était pas juste une question de mes parents m'ont nommé comme tout le monde. Ils avaient fait un choix très précis par rapport à leur nom, leur ancien nom d'esclave en fait. Quand ils ont quitté Montréal pour quelque temps, fin des années 60, ils ont vécu en Tanzanie. Tout ça, c'était exprès. Mon père voulait vraiment retrouver ses racines d'une façon ou d'une autre, ses racines africaines. Et alors, en Tanzanie, il s'est mis à côté d'un clan et d'une famille, un chef et tout. Et là, il a changé son nom complètement. Il a payé pour changer son nom, prénom et nom de famille. Et du coup, moi, à ma naissance, j'ai eu un nom complètement africain. Alors, ça, c'est juste un exemple d'où ça commence, mon identité, qui je suis. Nantali Ndongo, parce que sans cette histoire-là, tout le reste, je pense même pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. La politique de mes parents, dans tout ce que j'ai compris très jeune à travers leur éducation, de l'identité noire, la diaspora, cette histoire de l'Afrique, de l'esclavage et tout ça, tout ce que j'ai appris depuis l'âge de 3-5 ans, c'est ancré en moi. Et du coup, ça a déterminé mes choix par rapport à plein de choses. Non seulement comment je me vois, mais comment les choix que j'ai faits dans ma vie, genre le fait que j'étais très attirée au travail communautaire parce que mes parents étaient impliqués dans la communauté noire anglophone depuis longtemps, depuis qu'ils sont là. Ensuite, peut-être aussi le côté de communication, mon travail en journalisme, mon travail même en musique. J'étais attirée vers la culture hip-hop à un moment où la culture hip-hop parlait beaucoup de l'afrocentricité et moi, je me voyais là-dedans parce que j'avais déjà ce contexte. Je n'avais pas à aller chercher ces informations-là. C'était déjà compris qu'il fallait que j'apprenne tout ça dès très jeune. Et on était quelques-uns et quelques-unes dans la communauté à cette époque-là. Tu sais, on a été à l'école Marcus Garvey Institute avec Dr. Leo Bertley et sa femme Dr. June Bertley. Ça, c'était quelque chose pour nous, vraiment nous développer. Moi, j'ai appris l'anthème Nkosikeleli Africa, genre je sais pas, à 13 ans, et c'était vraiment l'hymne africaine qu'il fallait apprendre, tout ça. Alors, mes parents, les choix de mes parents, les livres, le fait ils sont des panafricanistes, tout ça, c'est dans le sang pour moi. Et alors,
ça commence là, qui je suis, jusqu'à aujourd'hui. Je suis à l'aise. En même temps, de temps en temps, je me sens peut-être parfois bloquée par certaines choses dans cette histoire-là. Il y avait un moment, en fait, où je me sentais un peu mal compris par d'autres personnes qui connaissaient un peu plus, qui connaissaient un peu l'histoire de Concordia, Sir George, l'histoire de mon père. J'avais déjà vécu des moments où les gens peut-être pensaient que j'étais comme l'enfant de Malcolm X et Angela Davis ou quelque chose. C'était pas tout à fait ça. Mes parents, quand même, viennent des pays, des colonies, des anciennes colonies. Eux-mêmes, ils ont ces choses-là un peu dans leur éducation. Peut-être ma mère plus que mon père, genre le côté britannique qui est toujours là, qui est toujours présent. Alors, c'était pas exactement la même chose. Genre, j'ai pas... Ma mère, elle n'aime pas le mot militant, de dire qu'ils étaient des militants, ou que mon père et les autres étudiants à Sir George, durant cette manifestation et tout ça, elle n'aime pas qu'on les traite de militants ou d'activistes, parce qu'elle dit, ils militent pourquoi? C'est des êtres humains, c'est des droits normaux, ils veulent juste ils voulaient juste être traités de façon juste et équitable. Alors, des fois, à cause de ça, on avait des attentes de moi qui faisaient en sorte une certaine pression. Je me souviens un monsieur âgé qui connaissait bien mes parents et leur communauté de personnes politisées, je vais dire ça comme ça au lieu de dire activistes. Mais je me souviens quand il m'a dit « Mais tu sais, tu es notre future présidente. » Je dis « De quoi? » Il dit « De notre nation, de notre peuple noir ici, ou je ne sais pas quoi. » Et j'avais, je ne sais pas quel âge, j'avais peut-être à peine 20 ans. Et je me suis dit « Mais là, et si je ne veux pas de telle manière, comme ça, comme vous le décrivez. » Alors, je sentais des fois cette pression-là. Et peut-être des fois, j'étais un peu plus... je me sentais peut-être tirée vers certains choix dans cet esprit, dans cette attitude de communautarisme et tout ça, à cause de cette pression-là. Ma mère, elle avait peur de ça, en fait. Ma mère, elle avait peur que je m'implique trop tôt. Elle voulait, genre, que je m'apprête, que je termine mes études, que je vis certaines choses hors de cette lutte constamment. Alors oui, je suis à l'aise. Et là, rendu maintenant, 45 ans, je travaille à CBC, je suis dans un milieu très public, le travail de journalisme et le travail comme musicienne. J'ai le goût de ne pas être toujours focusé sur cette identité, mais c'est difficile parce que les choses ne changent pas assez vite pour moi. Ouais, alors, bref, 6 étudiants noirs à Concordia, qui était à l'époque l'université de Sir George Williams, ont compris qu'ils étaient des victimes de discrimination et de racisme au sein d'un professeur en biologie. Et c'est important de souligner que ces étudiants-là, c'était 6 personnes issues de l'immigration. Ils sont venus du Caraïbe, des petites îles de Jamaïque, Trinidad, dans le cas de mon père, Grenade, Saint-Vincent. Et c'était les meilleurs des meilleurs. Pour arriver à l'université, à cette époque-là, de venir des petites îles du Caraïbe, il fallait être top, top, top. Alors, ils avaient des bourses. C'était pas des étudiants qui ont eu juste la chance de venir. Alors, ils voulaient tous étudier en sciences. Et mon père, il voulait être médecin.
Et là, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas le même traitement comparé à d'autres élèves, les élèves blancs dans la classe. Alors là, ils ont porté plainte. Tout ça a développé, est devenu un genre de manifestation auprès de la population des étudiants. Et pendant 2 semaines, un jour, ils ont occupé un endroit, le laboratoire informatique au 9e étage du Hall Building sur de Maisonneuve pour insister que l'administration à l'université les écoute, qu'ils font vraiment une investigation parce qu'ils avaient l'impression qu'on voulait juste faire semblant de poser les questions et tout. Le résultat, il y avait une émeute, on ne sait pas, il y avait un feu, on ne sait pas qui a mis, mais on croit que c'était des gens qui ont infiltré cette occupation et ils ont créé ce feu-là. Et tout ça, en fait, a créé une autre conversation, une deuxième conversation dans la société québécoise, montréalaise, canadienne par rapport au racisme et comment les Noirs canadiens et les Noirs caribéens souffraient beaucoup. Aujourd'hui, à cause de tout ça, à cause de ça, ils ont créé ce qu'on appelle une forme de médiation dans le système universitaire qui n'existait pas avant, grâce à cet événement-là. Mais ça n'a pas bien terminé pour tout le monde après. Il y a eu 200 plus arrêts, même des gens qui ont resté quelque temps en prison, des étudiants. Mon père, on voulait genre on voulait juste le mettre en prison pour je ne sais pas combien de temps. Du coup, il a quitté. Et pour lui, c'était difficile de se remettre debout après tout ça. Il a perdu sa rêve complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je trouve, grâce à ce film de l'ONF, 9e étage, cette histoire existe dans l'imaginaire collectif d'une façon que ça n'existait pas avant, vraiment pas. Même en grandissant ici dans la communauté noire anglophone, il n'y avait personne autour de moi avec qui je pourrais dire « Ah, est-ce que tu connais? Est-ce que tes parents étaient là? Tes grands-parents? » Personne, très peu en tout cas, très peu de personnes. Et alors, ce film a beaucoup aidé de vraiment de mettre une autre lumière sur cette histoire-là. Parce que dans ce film, on entend le témoignage des gens qui étaient réellement impliqués, qui l'ont vécu. Et ils ont pu, parce que c'était un film avec l'ONF, ils ont pu le propager partout. Ils l'ont ramené dans tous des festivals de ciné et tout, à travers le pays. Et là, c'était plus juste une histoire ici à Montréal, même s'il y avait des articles, on parlait de ça dans les médias à l'époque, mais c'est clair d'une seule manière. Je me souviens, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada et les journalistes francophones n'arrêtaient pas de me poser la question « Pourquoi moi je ne connais pas? Pourquoi je n'ai pas eu de question? Et pourquoi vos médias n'ont pas parlé de ça? » Alors aujourd'hui, c'est rendu un événement historique très important dans l'histoire canadienne, dans l'histoire des Noirs canadiens, dans l'histoire des universités canadiennes. Et la jeunesse, je dis la jeunesse, c'est plus que la jeunesse. Moi, j'ai eu des courriels de gens qui voyageaient sur un vol de Air Canada et qui me disent « Oh, wow, je viens de voir ce film, c'est excellent, je ne savais rien de ça, j'habite à Calgary ou je ne sais pas quoi et je n'étais pas au courant. » Fait que c'est même pas juste une question de la jeunesse est au courant, c'est que le peuple est au courant d'une façon beaucoup plus profonde que peut-être ça a été raconté à l'époque. Bon, Tali Taliwa,
une rappeuse, une vocaliste dans le groupe de Nomadic Massive. Et j'ai pris ce nom, c'est un ami qui m'a donné ce nom, DJ Andy Williams, parce que Taliwa, il joue avec mon nom, mais l'expression en anglais, dans le patois du Caraïbe anglophone, c'est Miliko, fait que je suis petit, mais Talawa. Le mot c'est Talawa. Et Talawa, ça veut dire je suis grand d'esprit, je suis forte. Alors, c'est un peu ça, l'idée derrière mon nom. Je me sens pas petit, forcément, de taille et tout, mais plutôt j'aime l'idée que je peux représenter ma culture caribéenne anglophone dans le contexte de cette musique, le rap et la culture hip-hop et les cultures caribéennes, surtout le reggae, le dancehall. Il y a tout un lien avec toute cette histoire-là. Et pour moi, c'est extrêmement important de montrer une certaine hybridité parce que mon identité et les gens comme moi, nés ici, des immigrants, des îles et même anglophones, des gens qui sont venus fin des années 50, durant les années 60. Notre identité est très particulière parce qu'on reste toujours les premières générations canadiens et on a toujours été entre les deux cultures, les deux identités, soit canadiens, soit caribéens, mais en grandissant ici à Montréal, ça rajoute une autre touche. Et moi, ce que j'ai vu durant les années 80 et ensuite surtout les années 90, dans tout ce qui était milieu culturel, tout ce qui est culture de musique ou de théâtre, de photos, films, tout ça, on n'avait pas de représentation du tout. Et on s'est vu plutôt dans les produits américains, noirs américains. Et j'attendais qu'on se retrouve dans le contexte culturel canadien. J'attendais parce qu'on était nombreux quand même à travers le pays. Même si c'était petit, on existait, puis on ramenait quelque chose dans la culture canadienne tout le temps, dans la musique, dans la mode, whatever. Et j'attendais qu'on se voit et je voulais pas qu'on soit une imitation des Américains. C'est une grande discussion depuis entre l'identité canadienne-américaine pour tout le monde. Le Canada se rapproche tellement aux États-Unis. Qui est le Canadien, en fait, vis-à-vis l'Américain? Mais nous, je sentais qu'on était en train d'approprier vraiment l'identité noire américaine. Et il y a certains aspects de notre histoire qui se ressemblent, c'est clair. On est issus on fait partie de la diaspora, on est des descendants d'esclaves. Mais nos histoires dans le Caraïbe et dans les États-Unis, c'est autre chose. On a même nos propres langages, notre propre bouffe. Tout ça, pour moi, c'était important de le présenter d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé ça dans la musique, juste pour laisser une marque que nous, on existait et on existe. Parce que là, on est plus nombreux, là, il y a les enfants de ces gens-là maintenant qui sont maintenant des Canadiens et j'aimerais qu'ils se voient vraiment, leur histoire est liée aux Caraïbes et pas forcément à l'histoire des États-Unis. Parce que après, on a la misère à identifier les problèmes dans notre propre communauté. On a des problèmes à identifier, ça a l'air de quoi la violence contre l'homme noir ici au Canada. On parle beaucoup de la violence, la brutalité policière et tout, mais pour moi, c'est pire dans les écoles. C'est pire, la violence contre les enfants noirs, ça se passe vraiment, réellement, dans les écoles.
la façon qu'on, ici, je parle de ici à Montréal et Québec, la façon qu'on engage avec les jeunes. Je l'ai vu, j'ai vécu, j'ai entendu toutes les histoires. J'ai vu quand les hommes noirs d'une certaine génération, dans les années 80, des jeunes garçons noirs, on les a mis à l'écart tout de suite. Tout le monde était dans un special needs class tout d'un coup. J'ai vu certaines générations qui ont eu la misère avec la loi 101 et du coup, ils n'ont pas pu terminer le secondaire, ils n'ont pas pu arriver au cégep et soudainement, ils ont beaucoup moins d'opportunités de faire une vie ici, au Québec. Ça, c'est la violence. Ça, c'est la violence contre bon, la psychologie noire, genre, et même dans certains cas, le corps noir aussi. Mais on n'arrive pas à exprimer tout ça quand on parle de notre expérience réellement ici. Et je trouve que c'est parce qu'on ne sent pas vraiment établi qu'on peut se retrouver dans la culture, dans la société ici au Canada, ici à Montréal et au Québec. Et moi, je trouve que la culture nous aide à trouver ce genre de c'est quoi le mot? Stabilité. Cette fondation-là. C'est plus que juste des business ou des restaurants, mais vraiment se voir dans la culture et la création. Hip Hop No Pop, ça vient de là, c'est clair. Ça vient, premièrement, ça vient de Maryse Le Gagneur, la cinéaste haïtienne québécoise, qui en 2006 a vraiment eu une idée de partager l'histoire, une histoire avec des jeunes. À l'époque, c'était des jeunes de Saint-Michel avec qui elle travaillait. Leur faire comprendre c'était quoi cette culture qu'ils avaient l'air naturellement d'aimer et ils étaient naturellement genre juste impliqués dans la culture hip-hop comme ça. Ils ont fait un choix, même est-ce qu'ils savaient tous par rapport à leur choix? Peut-être non, ils adhéraient à cette culture et elle voyait que des fois, ces jeunes performer un stéréotype. Un stéréotype est surtout quelque chose de très négatif. Et à cette époque-là, en 2006, on sait très bien, il y avait soudainement beaucoup d'attention sur les gangs de rue, le développement des gangs de rue ici. Et dans les médias, et souvent médias francophones, il y avait toujours un lien avec le rap et les gangs de rue. Et c'était code pour les jeunes noirs et les gangs de rue. Alors, Maryse a eu l'idée de créer ce projet pour mettre au clair certains aspects de la culture hip-hop qui sont plutôt pacifiques. Ce projet-là a commencé vraiment avec ça. Et ensuite, en parlant avec plein de gens qui travaillaient auprès des jeunes, des enseignants, des éducateurs, des gens en communauté, ils ont dit il faut ramener ce projet-là dans les écoles, il faut le développer. Et elle est venue me retrouver parce qu'elle disait qu'elle voulait vraiment avoir des artistes, des gens qui sont dans la culture réellement, de quelqu'un qui pourrait l'accompagner. On a développé le projet ensemble. Et en 2006, on s'est propagé, depuis 2006, de 2006 jusqu'à, je sais pas, 2018 peut-être, on a vraiment ramené ce projet un peu partout. On voulait ramener dans les écoles. C'était pas un truc after school. On voulait être dans la classe même, dans le cours, avec les élèves. On a passé un mois dans certaines écoles secondaires ici pour parler de non seulement les origines pacifiques, mais de mettre la culture hip-hop et tous les éléments, le rap, tout ça, de raconter comment ça fait partie de la tradition, les traditions orales afro-américaines.
Et du coup, il fallait aussi raconter l'histoire de l'esclavage et faire le lien avec tout ça. Et ensuite, on parle de l'image des femmes, on parle des symboles et on parle de vivre en communauté ensemble et trouver des ressources, des solutions. Et on a créé, vraiment, c'était pour éveiller, le projet a été créé pour éveiller l'esprit critique des jeunes, de tous les jeunes, pas juste les jeunes noirs, de tous les jeunes, de mettre certaines choses au clair. Je me souviens, j'étais à une école secondaire à Outremont et on posait la même question chaque fois. D'après vous, pourquoi il y avait la traite, le commerce triangulaire et l'esclavage? On avait déjà expliqué un peu le trajet et tout, qui venait où et qui partait où, avec quel bateau et comment. On avait des images des Africains dans les bateaux, les négriers et tout ça. Et je me souviens, je ne vais jamais oublier cette réponse, mais une jeune fille en secondaire 2 a répondu, ben, peut-être c'est parce que les Africains ont toujours besoin d'aide. Et on voit dans les publicités comme avec UNICEF et tout à la télé qu'ils ont besoin d'aide, fait qu'ils ont créé l'esclavage pour les donner du travail. Je vais te dire que ça, c'était en 2008. En 2008, dans une classe, bon, on était dans un cours de français, mais dans une école, dans une communauté très épais, quand même. Et ce qui m'a vraiment concerné, qu'est-ce qui m'a inquiété, c'était pas que sa réponse était n'importe quoi, c'était qu'elle ne pouvait même pas faire le lien. Genre, voir que je parle de quelque chose qui s'est passé en 1500, 1600. Et tu me parles des publicités à la télé en 2008. Alors, la logique, c'est ça qui m'inquiétait. Parce que c'est là où, quand on a des trous dans la logique et la façon de penser et réfléchir et voir les faits et faire les liens, ben voilà où tout devient mêlé. On peut dire n'importe quoi, n'importe comment. Quand on voit les trous comme ça, dans la façon de penser, dans la logique, c'est là où on peut dire n'importe quoi. Et quand on fait partie de la population majoritaire, ben, on va créer notre propre histoire. Juste parce qu'on n'a même pas bien réfléchi certaines choses et ça a un impact sur les autres qui ne font pas partie de cette histoire ou qui sont les minorités ou quoi que ce soit. Alors, ce projet-là, j'apprécie tellement que Maryse m'avait contactée pour travailler avec elle parce qu'on a pu vraiment voir, je ne sais même pas combien de jeunes et de professeurs. On était dans les cours. On était à Winnipeg, à Nouveau-Brunswick, à Wimotachi. J'ai pu ramener ce projet au Congo, en Australie, aux États-Unis. On a été à Québec avec les élèves, dans les classes, avec les professeurs qui nous écoutaient, qui nous regardaient, mais aussi on avait des moments même avec des parents. On a présenté ça auprès des gens qui travaillent en communauté. On voulait vraiment mettre des choses au clair et corriger plein de choses. Bien sûr, il y en avait qui attendaient qu'on arrive en costume et où sont votre musique? Les jeunes aiment la danse. On n'était pas là pour ça. Et l'information et l'impact étaient beaucoup plus larges que juste le contenu qu'on présentait. Pour presque tous les élèves qu'on a vus. Et je parle des mille et mille et mille, je ne sais pas combien. Ça serait la première fois qu'ils voient 2 femmes noires comme genre rôle d'enseignantes dans leurs écoles. 2 femmes noires. Je me souviens d'une jeune fille noire qui pouvait pas... Elle était impressionnée par le fait que Maryse avait fait un film. Parce qu'elle avait fait son film au nom de la mère et du fils, avec le voyou et James Similom. Elle voulait vraiment... Ça parlait de l'immigration des femmes haïtiennes et à travers l'histoire de leurs fils, qui étaient ces 2 fils-là, 2 artistes. Et
en se présentant à chaque fois, on parlait un peu de chacun, notre histoire, notre propre histoire, un peu de le contexte d'où on vient et tout. Alors, elle disait, je suis cinéaste, j'ai fait ce film, etc. Et je me souviens, une jeune fille à Dorval, elle disait, mais madame, t'as fait un film, toi, t'as fait un film toi-même, comment et tout. On parle des années 2000. Genre, c'est récent, là, c'est pas... mais ça parle de l'accès. Les jeunes noirs qui n'ont pas d'accès, ils n'ont pas même le droit d'imaginer, de rêver. Ils ne se voient même pas dans ces genres de rôles, dans ce genre de milieu créatif. Ils ne se voient même pas parce qu'on ne se voyait pas. Maintenant, c'est autre chose, on se voit de plus en plus. Mais l'impact de ce projet-là était profond à ce niveau-là. Genre, ça touchait plein d'autres questions. À part juste l'information qu'on voulait parler sur la culture hip-hop. Je vais te demander, là, tu as 2 cartes. Oui. Je vais te demander d'en prendre une. OK. Je regarde. Oui, de lire ce qui est écrit. Qu'on entende là. Je lis la question. Vis-tu ta meilleure vie? Pourquoi? Wow! Bon. Non, je vis pas ma meilleure vie. Je vis pas ma meilleure vie. J'essaie de le vivre, genre, de jour à jour, des petits moments. Mais ça reste encore que je vis un moment dans l'histoire de notre société ici, au Québec, au Canada, où on est en train d'adresser certaines grandes questions, surtout sur tout ce qui est représentation, inclusion, diversité. Et à cause de mon histoire, je suis des fois peut-être obsédée par tout ça. Et c'est un sujet qui me concerne beaucoup. On a un petit garçon, moitié africain francophone, genre de la Guinée, moitié caribien, anglophone, canadien. Il est tout petit, il a 7 ans. Alors, je reste toujours la fille de mes parents. Et à cause de ça, des fois, ce que j'aimerais pour ma meilleure vie, je ne l'ai pas encore atteint parce que je suis très, très préoccupée par ces mêmes questions. Es-tu en colère? Ah! Oui. Oui, je suis en colère. Mais quelqu'un m'avait dit une fois, une amie à moi qui m'écoutait sur un podcast, c'était genre vraiment au moment, on était dans le moment de George Floyd et tout ça, et la discussion autour de ça a vraiment, ça a élargi, on s'est propagé partout dans le monde et ici au Canada, c'était chaud aussi. Il y avait une manifestation ici à Montréal, mais la discussion était devenue beaucoup plus large. On ne parlait pas juste de ce monsieur qui a été tué par un policier, on parlait de racisme systémique et tout ça. Fait que dans le podcast, on parlait un peu de ça. Et ensuite, une amie m'a dit, bah, t'avais l'air très peace, t'avais pas l'air très fâché. Et je savais pas comment la répondre au moment qu'on discutait. J'ai réalisé ça plus tard. Parce que je me suis dit,
c'était quand même quelqu'un privilégié. Genre, pas une femme noire, une femme égyptienne et blanche, mais moins menaçante que moi. Et mon père, quand je pense à ce feeling de colère qu'on ressent, et on le ressent tous, ce rage, qu'on veut que les choses changent, on veut qu'on arrête de nous éteindre, de nous tuer, de tout ça. Je pense souvent à quelque chose que mon père a dit durant l'événement de Sir George. À un moment, il fait un appel aux autres étudiants, pas juste les étudiants noirs, mais tous les étudiants de Concordia. Puis il veut leur dire de rejoindre la lutte, quoi. Puis il dit, et je vais le dire en anglais, il dit « You white students have the privilege to let them drive you crazy. » Et je pense à cette phrase à tous les jours. J'ai pas le privilège de laisser ce colère m'en prendre et de me, je veux pas dire distraire, mais de me préoccuper. Parce que je sais, en tout cas moi, Nathalie, je pourrais pas avancer si je reste coincée par ce colère-là, parce que c'est deep. C'est vraiment deep. Si on pense à notre histoire, nous, les descendants d'esclavage, on a vécu et on continue à vivre un trauma extrêmement profond. Genre un niveau de violence que personne ne voudrait imaginer. C'est facile à dire, ouais, c'est le passé. Non, mais c'est le passé pour certains, mais ça vit en nous, dans nos histoires, dans nos corps, ça vit vraiment en nous. Fait que cette colère-là pourrait réellement me geler, quoi. Alors, j'utilise, je sais pas, j'utilise la musique, j'exprime ma colère là-dedans. Et dans d'autres contextes, j'utilise plutôt l'humour pour faire comprendre certaines choses, dépendamment du contexte. Et j'utilise juste le travail. J'essaie de faire changer des choses là où je suis quand je peux. Et j'insiste. Et je trouve que c'est ça mon rôle. J'existe, j'ai travaillé en communauté, je travaillais auprès des jeunes. Dans ces contextes-là, c'est ça le changement. Ça, pour moi, c'est ça mon travail. Je suis là dans une classe, j'ai l'attention de 30 élèves et je peux mettre au clair et corriger certaines informations qu'ils ont, qui sont tout croches par rapport à plein de choses. Alors, je suis obligée de faire ce changement-là et je ne peux pas l'exprimer avec colère parce que ça ne va pas passer. Je suis à mon travail et je veux voir des changements à mon travail. Ça aussi, je ne peux pas arriver avec un rage. C'est pas non plus dire que je cache ou je fais semblant. Je fais comprendre que je suis en colère, mais je n'arrive pas avec un rage extrême et tout. Ouais, mais ouais. Bon, quelle est la question? Bon, peut-être une question sur mon évolution, comment j'évolue, parce que je fais partie d'une génération qui est comme carrément au milieu de plein de choses. Et
Il y en a plein de ma génération qui sont sexistes, homophobes, peut-être même racistes, misogynes. Et qui restent bloqués dans certaines choses. Et on est dans un moment, dans le monde entier, où on doit et on est dans un monde où ces choses-là sont vraiment pas acceptables. Et ça veut dire que certains de ma génération doivent se rééduquer à ces sujets-là. Et moi, j'en fais partie parce que je suis beaucoup plus ouverte que d'autres que je connais. Je suis activement en train d'apprendre. Je suis une femme hétéro, noire, privilégiée, et je dois comprendre et voir tous les autres qui ont été souvent mis à l'écart dans notre communauté. Je dois les voir. Parce que si on veut réellement faire des changements par rapport à notre vécu étant des personnes noires, on doit voir toute la marginalisation qu'on a créée dans nos propres communautés. Alors, mon évolution est vraiment là-dessus. Bon, et peut-être ça a commencé beaucoup plus tôt, c'est clair, mais je fais un effort vraiment de changer certaines choses qui viennent de toute notre histoire collective, de notre façon, même la façon d'éduquer mon fils. Les jeunes garçons noirs, des fois, dans la famille en tout cas, on les laissait faire tout. Alors, moi, avec mon fils, je veux que mon fils apprenne certaines choses comme j'ai appris. Et peut-être à cette époque-là, c'était parce que j'étais une fille, il fallait apprendre ça comme ça. Maintenant, je dis non, c'est pas parce que tu es un garçon ni une fille, c'est juste parce que tu dois apprendre. Et éventuellement, j'espère que mon fils devienne encore une personne encore mieux que moi, plus développée, plus épanouie, plus évolue que moi. Mais ça prend un travail à tous les jours de voir où et quand on peut faire mieux et comment ça va avoir un meilleur impact sur la communauté, toute la communauté, toutes les communautés noires et ensuite la société.